13 pompiers sont morts en quelques secondes. Et pourtant ça commençait comme un simple feu de forêt. Écoutez attentivement, le feu nous rattrape et nous n'avons plus de terrain pour fuir. Quand on raconte le feu de Mangulch, on ne raconte pas un incendie comme les autres. On raconte un point de rupture dans l'histoire du commandement en situation extrême. On raconte un moment où une équipe professionnelle entraînée va être confrontée à quelque chose qu'aucun humain, vraiment aucun, n'est préparé à affronter. Une situation qui dépasse les limites biologiques de la compréhension, celle du corps comme celle de l'esprit. Et si ce drame est devenu une référence mondiale en leadership, c'est parce qu'il montre de manière presque chirurgicale la façon dont le facteur humain peut s'effondrer plus vite que les flammes ne montent. Nous sommes le 5 août 1949 dans le Montana. Un feu vient d'être repéré dans un canyon reculé, Mangulch. Un feu relativement classique à ce stade, rien d'inédit, rien d'exceptionnel non plus. Comme souvent dans les environnements de type wildland firefighting, un éclair semble avoir frappé une pente sèche, embrasant une zone d'herbe haute exposée directement au vent. 18 smoke jumpers, l'élite de l'élite, embarquent pour une mission d'attaque initiale. Ils sautent en parachute, se regroupent, récupèrent le matériel dispersé dans le vent et commencent leur progression vers le feu. Jusque-là, tout est normal. Leur calme est professionnel, leur démarche est rodée, chacun sait ce qu'il a à faire. Ces hommes ont été formés pour affronter l'imprévisible. Mais ce jour-là, ils vont rencontrer quelque chose que ni leur formation, ni leur expérience, ni même leur instinct n'avaient anticipé. Quand les smoke jumpers commencent à avancer dans la chaleur montante, le feu semble lointain, presque timide. Ils marchent en formation souple sur une longue pente herbeuse donnant sur la rivière Missouri. Le soleil tape, mais rien n'inquiète. Dans leur tête, la situation est claire, simple, contrôlable. C'est précisément là que les catastrophes commencent. Quand la représentation mentale de la situation ne correspond plus à la réalité, mais que personne ne le voit encore. Ils avancent depuis une vingtaine de minutes lorsqu'un événement, minuscule en apparence, va tout faire basculer. Le vent tourne. Pas beaucoup. Juste assez pour que les flammes jusque-là contenues dans le fond du canyon s'élèvent soudain en un front plus large, plus rapide et plus concentré. À cet instant précis, l'incendie cesse d'être un simple feu de végétation, il devient un organisme vivant. Une créature de chaleur, de vent, d'oxygène et de pente. Un système autonome alimenté par une topographie qui agit comme un accélérateur naturel. Le feu se met à courir littéralement dans la pente, porté par un phénomène que les spécialistes connaissent trop bien, la convection explosive. Il gagne de la vitesse encore et encore. On estime aujourd'hui, rétrospectivement, qu'il a atteint 15 mètres par seconde sur certains segments. À pied, en pente, chargé de matériel, un homme ne dépasse pas 1 mètre par seconde. La différence n'est pas seulement importante, elle est létale. Et ce point-là est essentiel pour comprendre la suite. Le feu va se déplacer plus vite que ce que la cognition humaine est capable de conceptualiser comme possible. Et c'est un point majeur. Le cerveau humain n'est pas fait pour imaginer un mur de flammes qui accélère de manière exponentielle. Ce n'est pas une menace intuitive. C'est un phénomène hors norme, comme ceux décrits dans les travaux de Gary Klein sur la prise de décision en contexte extrême. Lorsque les schémas mentaux disponibles ne suffisent plus à analyser ce qui se passe. À ce moment-là, les smoke jumpers ne sont plus une équipe opérant dans une normalité opérationnelle. Ce sont des hommes pris dans une dissonance totale entre ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent et ce que leur cerveau accepte encore comme plausible. Wagner Dodge, qui est leur chef, comprend avant les autres que quelque chose ne va pas. Dodge a cette qualité rare chez les chefs d'élite. Il perçoit les changements d'atmosphère avant même qu'ils ne deviennent des faits. Il sent la chaleur monter trop vite. Il voit la densité des flammes changer d'épaisseur. Il entend même la différence de bruit dans les mouvements d'air. C'est un chef attentif, sensoriel, intuitif, la marque des leaders de terrain chez les pompiers. Alors il ordonne le repli. On descend, on se met en sécurité, on reprend une position plus basse, plus défendable. Sauf que le feu, lui, il ne redescend pas. Il remonte. Et il remonte comme une vague vivante. Un front de chaleur qui absorbe l'air, qui se nourrit du moindre brin d'herbe, qui transforme chaque centimètre carré en carburant. D'un seul coup, la dynamique s'inverse. Ce n'est plus l'équipe qui avance vers le feu, c'est le feu qui avance vers l'équipe. Écoutez attentivement, le feu nous rattrape et nous n'avons plus de terrain pour fuir. Ce renversement est un moment psychologiquement majeur. Il provoque une rupture interne chez les smoke jumpers. Il passe en quelques secondes d'un état de contrôle perçu à un état de menace absolue. Le stress monte en flèche, les repères s'effondrent. Et comme l'a montré Weick dans son article fondateur sur Mangulch, When the sense collapses, the structure collapses. Quand le sens se dissout, tout le reste suit. La coordination, la parole, la cohésion, l'obéissance et l'analyse. Dodge regarde le feu approcher et calcule en quelques secondes que personne ne pourra courir plus vite que cette masse de flammes. Il faut trouver une solution. Pas dans 30 secondes, pas dans 10, maintenant.
Et c'est là qu'il fait l'un des gestes les plus extraordinaires de l'histoire des feux de forêt. Il allume un feu. Oui, il allume un feu. Devant lui. Ça peut paraître anodin aujourd'hui, mais à l'époque, en 1949, c'était un geste ahurissant. Parce qu'à première vue, c'est complètement absurde, allumer un feu pour échapper à un feu. Mais Dodge a compris quelque chose de fondamental. Un feu ne peut pas brûler une zone qui a déjà été brûlée, c'est évident. En créant une escape fire, il fabrique en quelques secondes une poche de survie, un espace que le front principal contournera faute de combustible. Il crie alors à ses hommes de venir dans la zone brûlée et de s'allonger sur le sol. Personne ne le suit. Restez groupés, posez les outils, plaquez-vous au sol quand je vous le dirai, et surtout ne paniquez pas. Et c'est là, à cet instant précis, que la tragédie humaine prend tout son sens. Les hommes ne reconnaissent plus l'autorité de leur chef. Ils n'entendent plus sa logique. Ils ne comprennent plus sa manœuvre. La peur a court-circuité la cognition. Le cerveau saturé ne parvient plus à distinguer la bonne décision de la décision impossible. Là où Dodge crée du sens, les autres ne voient qu'un acte insensé. Et ils courent. 2 d'entre eux parviendront à contourner un replat et s'échapper. Les autres seront rattrapés, dépassés, submergés par la vitesse inhumaine du front de flamme, et vont périr. Dodge, lui, survivra dans sa poche brûlée. Il est recroquevillé dans une bulle d'air qu'il a fabriquée en une poignée de secondes, pendant que le monde autour de lui devient un enfer incandescent. C'est cela, Mangulch. Une rencontre brutale entre un phénomène physique hors norme et les limites de la cognition humaine. Une démonstration implacable de ce qui arrive quand une équipe perd le sens plus vite que la situation ne s'aggrave. Une tragédie où l'effondrement mental précède l'effondrement physique. Et c'est justement pour cela que cet événement est devenu une référence mondiale. Pas à cause du feu, mais à cause de ce qu'il dit de nous. Pour vraiment comprendre ce qui a rendu possible la catastrophe de Mangulch, il faut dépasser le récit des flammes et des hommes pris au piège et regarder le contexte organisationnel dans lequel ces hommes opéraient. Parce qu'un incident n'est jamais seulement une succession de faits, c'est une interaction complexe entre des humains, des routines, des structures, des cultures, des environnements et des signaux faibles que personne n'a su ou pu interpréter avant qu'il ne soit trop tard. Les smoke jumpers n'étaient pas des fantassins. Ils étaient des pompiers parachutistes, des professionnels injectés dans un système naissant encore en train de se créer. À l'époque de Mangulch, le programme de Smoke Jumpers n'avait qu'une dizaine d'années d'existence opérationnelle, avec une croissance rapide, certes depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nombreux vétérans, jeunes et entraînés, avaient rejoint l'outil. Mais ce n'était pas encore une organisation parfaitement mature. Cela signifie plusieurs choses importantes pour l'analyse organisationnelle, notamment lorsque l'on se place sur le leadership et le facteur humain, plutôt que sur la simple chronologie d'événements. Parce qu'une organisation, même petite, n'est pas seulement une somme d'individus. C'est un système de rôles, de routines, de normes, de signaux, et c'est précisément là que nous devons regarder pour comprendre ce qui s'est effondré avant même que le feu ne devienne incontrôlable. Rappelons-nous que l'équipe de Mangulch était une unité temporaire assemblée pour une mission donnée, pas une équipe stable qui fonctionne ensemble depuis des semaines ou des mois. Cela a des conséquences directes sur les systèmes de rôle et de coordination. Dans une organisation qui fonctionne bien, même en situation extrême, les rôles sont connus et stabilisés, les signaux sont interprétés rapidement et chacun sait où se placer dans l'espace mental partagé. Ici, ce n'est pas le cas. La cohésion, la confiance, la familiarité interpersonnelle n'étaient pas pleinement établies. Le rôle du chef, de Dodge, était clair en théorie. Il était le formateur, le guide, l'autorité tactique, mais tous les hommes n'étaient pas préparés à la dynamique d'une situation où la connexion entre leader et équipier serait brutalement rompue. Ceci passe par l'idée que lorsque la structure d'une équipe est fragile, le moindre choc peut déstabiliser l'interprétation de la situation par chacun, et ce phénomène est au cœur des travaux de Carl Weick sur Mangulch. Weick montre que c'est la disruption simultanée de la structure et de la capacité à donner du sens qui précède l'effondrement comportemental. Avant même que le vent ne tourne et que le feu ne s'emballe, il existait des signaux faibles, des conditions naturelles et organisationnelles que personne n'a su ou pu relier à une menace imminente. Il faisait près de 97 degrés Fahrenheit, une température exceptionnelle pour la saison. La végétation était extrêmement sèche, hautement inflammable évidemment, le terrain était escarpé et les herbes sèches servaient de carburant idéal au feu. Et tout ça, ce ne sont pas des détails insignifiants, ce sont des facteurs systémiques qui, combinés entre eux, augmentent la vitesse et l'intensité de la propagation du feu. Mais parce que ces facteurs ne s'expriment pas comme une seule alarme dans une radio, ils ne sont pas toujours traités comme des informations signifiantes. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas seulement qu'ils existaient, mais que l'organisation n'avait pas encore internalisé ces signaux comme des éléments critiques à intégrer dans une lecture partagée de la situation. Même après coup, quand Weick a analysé l'événement, il a mis en avant un concept clé, les positive illusions. Dans les équipes de smoke jumpers, l'idée que l'équipe se sentait experte, invincible, maîtrisant les situations dangereuses parce qu'elle avait été entraînée auparavant,
à penser protocolairement qu'un feu pouvait être maîtrisé avec méthode. Cette illusion, qui n'est pas une arrogance consciente, mais un mécanisme cognitif collectif, peut devenir dangereuse, et pour cause. Elle amène à interpréter des signaux faibles comme normaux ou à les reléguer au second plan jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les intégrer dans la décision. Ce n'est pas une erreur d'individu, c'est une erreur organisationnelle, une distorsion cognitive partagée. Les smoke jumpers ont perdu leur radio dès leur arrivée au sol parce que le parachute de l'équipement de communication ne s'est malheureusement pas ouvert et l'appareil a été détruit à l'impact au sol. Déjà, ça partait mal. Et dans n'importe quelle équipe de crise moderne, la communication est le lien vital entre leader et équipier, entre structure formelle et action collective. Perdre la communication ne signifie pas seulement perdre un outil, cela signifie perdre un canal de cohésion organisationnelle, un support fondamental pour maintenir un sens partagé de la situation. C'est précisément lors de cette rupture de communication que la structure formelle commence à se dissoudre. Le chef n'est plus audible, les menaces ne peuvent pas être reliées à des ordres clairs, et chacun commence à se reconfigurer mentalement, individuellement, face à l'incertitude. Ce sera notre zone de survie, notre dernier refuge, et il faudra me faire confiance, sans discuter. Une organisation efficace repose sur ce que les chercheurs appellent parfois le sens partagé de la situation. Shared Situational Awareness. Dans Man Gulch, ce sens partagé était fragile. Les smoke jumpers n'avaient pas une longue histoire commune de mission ensemble, et plusieurs d'entre eux étaient des saisonniers ou des jeunes venant d'horizons complètement différents. Une équipe professionnelle n'est pas seulement une somme de compétences individuelles, c'est un réseau de confiance tacite, une structure d'interprétation commune, un système de coordination mentale. Quand cette structure est faible, le moindre choc, même mineur, peut faire éclater la cohésion et la décision cesse d'être collective pour redevenir individuelle. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ce n'est pas que Dodge était un mauvais leader, loin de là. Ce n'est pas que les hommes étaient incapables de courir assez vite. Ce n'est pas que la pente était trop raide. C'est que la structure organisationnelle, cognitive et communicationnelle était trop fragile pour absorber un retournement brutal de la situation comme ça s'est passé. Cette analyse n'est pas un jugement de responsabilité individuelle, pas du tout. C'est une lecture systémique, telle que les sciences du management organisationnel l'expliquent depuis des décennies. Pour Weick, la catastrophe de Man Gulch n'est pas seulement un accident, c'est un effondrement interactif de sense-making et de structure, un moment où la capacité à interpréter, à coordonner et à agir ensemble s'est complètement désintégrée. Et cette lecture organisationnelle, c'est-à-dire comprendre ce qui est invisible aux yeux des caméras mais essentiel pour comprendre pourquoi le drame advient, est précisément ce qui fait le lien direct entre ce que nous appelons aujourd'hui leadership, cognition en situation de crise et gestion systémique des organisations. Il y a toujours un moment dans une catastrophe où la situation bascule. Pas seulement physiquement, pas seulement tactiquement, mais humainement. Un moment où le lien invisible entre le chef et ses hommes se fragilise, se tend, puis se rompt. À Man Gulch, cette rupture ne s'est pas produite au moment où le feu a accéléré. Elle s'est produite quelques minutes avant, lorsque l'équipe n'a plus partagé la même lecture de la situation. C'est cela la vraie rupture du leadership. Elle ne naît pas d'un défaut d'autorité ou d'un manque de compétences. Elle naît d'un écart de perception, d'un fossé cognitif qui se creuse sans que personne ne le voie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le leadership dans une mission de ce type repose sur une cohérence mentale collective. Quand le chef dit « on replie », l'équipe n'obéit pas seulement à un ordre. Elle obéit à un sens partagé, à une interprétation commune de ce qui est en train d'arriver. Le problème à Man Gulch, c'est que Dodge, le chef, a perçu avant les autres que le feu allait changer d'échelle. Il l'a senti, il l'a vu, il a capté les micro-signaux, c'est-à-dire la couleur de la fumée par exemple, le bruit du vent, la densité des flammes, et il a compris que la situation était en train de devenir incontrôlable. Ces hommes, eux, ne l'ont pas vu, ou pas encore du moins, et c'est dans cet écart minuscule au début que s'est glissé le drame. Pour comprendre ce moment, il faut revenir à une idée fondamentale. Le cerveau humain ne traite pas le danger en temps réel, il le traite en interprétation, en modèles mentaux. Quand la menace dépasse ce que le cerveau sait anticiper, la capacité de décision se dérègle. La perception devient sélective. La hiérarchisation se brouille. La vigilance se transforme en tunnel cognitif. Et cela, Gary Klein l'a montré à travers ses travaux sur la prise de décision en situation extrême. Lorsque les schémas habituels ne fonctionnent plus, les humains cessent de penser à partir du réel et pensent à partir du possible ou du souhaitable. Au moment où Dodge ordonne le repli, il n'est plus perçu comme un chef qui guide, il est perçu comme un chef qui imagine le pire. La nuance dans le cerveau des hommes est énorme, parce que leurs signaux internes à eux ne sont pas alignés avec les siens, parce que leur stress n'est pas encore au même niveau, et surtout parce que la cohésion cognitive n'est plus là. C'est la première rupture, la plus silencieuse, la plus dangereuse. Le leadership ne disparaît pas à cause d'un ordre mal donné. Il disparaît parce que le chef et les équipiers ne regardent plus la même réalité. Puis vient la deuxième rupture, plus brutale, plus visible, celle où la peur s'installe, où le corps prend le dessus sur l'esprit, où l'amygdale s'impose à la réflexion.
la montée de cortisol, l'augmentation du rythme cardiaque, la respiration hachée, la vision périphérique qui se rétrécit. Tout cela n'est pas une métaphore. C'est de la biologie appliquée au leadership. Une réalité psychologique que tout chef doit connaître. À ce moment-là, le chef peut dire ce qu'il veut. L'équipe ne l'entend plus. Pas parce qu'elle refuse d'obéir, mais parce qu'elle n'a plus la capacité cognitive de traiter l'ordre. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque Dodge a allumé son contre-feu. Là, dans ce qui est probablement l'un des actes les plus brillants jamais réalisés sur un feu de forêt. Dodge crée en quelques secondes une zone de survie dans un enfer qui avale tout. Il comprend que courir est inutile. Il comprend que la physique ne laissera aucune chance. Il comprend que la seule façon de survivre est d'utiliser le feu contre le feu. C'est brillant. Ces hommes ne le suivent pas. Pas parce qu'ils manquent de discipline, pas parce qu'ils manquent de courage, mais parce que leur cerveau n'est plus capable d'accepter une décision qui contredit tout ce qu'il connaît. Pour eux, un feu, ça se fuit. Ça s'allume pas. Ce geste de Dodge n'est pas un geste irrationnel. C'est un geste hors norme, hors cadre, hors des modèles mentaux habituels. C'est un geste de commandement extrême fondé sur l'expérience, l'intuition professionnelle et une compréhension profonde de la dynamique du feu. Dans ses travaux sur la Just Culture et les dérives organisationnelles, Sidney Dekker explique que les décisions les plus géniales sont parfois illisibles pour ceux qui n'ont pas les mêmes informations ou les mêmes repères mentaux. Ça paraît évident. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le chef a compris ce que ces hommes ne pouvaient plus comprendre. La rupture du leadership n'a donc rien à voir avec l'autorité, rien à voir avec le courage, rien à voir avec la compétence. Elle a à voir avec un phénomène beaucoup plus profond. La rupture du sens collectif, ce moment où une équipe n'est plus une équipe, mais une juxtaposition d'individus confrontés à la même menace. À Mangold, cette rupture a été foudroyante. Elle a eu lieu en quelques minutes. Elle a rendu impossible la compréhension de la manœuvre de Dodge. Elle a empêché l'équipe de rester groupée. Elle a isolé le chef dans son génie tactique. Et ses hommes dans leur panique. Et c'est cette rupture-là, plus encore que l'emballement des flammes, qui explique la tragédie. 13 morts. Parce que dans une crise extrême, un chef seul ne sauve pas une équipe. Un chef seul ne peut sauver que lui-même. Il y a un moment dans toute situation de crise extrême où ce ne sont plus les compétences, ni les outils, ni même l'expérience qui déterminent l'issue. C'est le cerveau humain. Sa capacité à interpréter, sa capacité à hiérarchiser, sa capacité à décider alors que tout autour de lui se dérègle. À Mangulsh, la tragédie n'est pas seulement celle d'un feu incontrôlable, c'est la tragédie d'un cerveau humain placé dans une situation pour laquelle il n'a pas été conçu. Une situation où les signaux sont incohérents, où les repères disparaissent, où l'information sensorielle se télescope, où le danger dépasse la vitesse de traitement naturel du système nerveux. Et pour bien comprendre la suite, il faut accepter quelque chose que beaucoup de récits oublient. Le cerveau humain n'est pas un organe de vérité, c'est un organe de survie. Un organe qui simplifie, qui filtre, qui transforme, qui ignore et qui reconstruit. Un organe qui fait tout ce qu'il peut pour maintenir une cohérence interne, même quand la réalité n'est plus cohérente du tout. La preuve. Dans une situation extrême, plusieurs mécanismes cognitifs entrent en jeu simultanément. Et à Mangulsh, ils se sont combinés pour former une tempête mentale parfaite. L'un des phénomènes les plus impressionnants observés par les chercheurs qui ont étudié Mangulsh, dont Carl Weick, c'est que le feu montait plus vite que le temps nécessaire pour que l'esprit humain interprète un changement de situation. La plupart des décisions humaines prennent entre 200 et 700 millisecondes environ. La plupart des réinterprétations d'une situation en conditions de stress prennent plusieurs secondes. Mais le front de flamme, lui, progresse à plus de 50 km/h sur certaines sections de pente. Le cerveau humain n'est pas fait pour cela. Il n'a pas le temps de mettre à jour son modèle mental. Il n'a pas le temps d'intégrer la menace. Il n'a pas le temps de reconstruire une stratégie. Il fait donc ce que tout cerveau fait dans un contexte où la réalité dépasse ses capacités. Il se raccroche à son dernier modèle valide. Et en l'occurrence, un feu, ça se fuit. Un chef, ça guide. Donc on peut s'en sortir si on accélère. C'est faux, mais c'est cohérent avec ce que le cerveau connaît. Lorsque la peur monte, le champ attentionnel se resserre. Le cerveau cesse d'explorer la périphérie. Il cesse de chercher des alternatives. Il se focalise sur une seule idée, souvent la plus primitive, fuir. Les smoke jumpers de Mangulsh n'ont pas désobéi à Dodge. Ils n'ont pas mal agi. Ils ont fait ce que leur biologie leur commandait de faire, simplement. Ils ont fui selon le script ancestral, celui qui précède toute construction culturelle. Un script si puissant qu'il court-circuite la réflexion. Dans les travaux de Klein sur le naturalistic decision making, ce phénomène est décrit comme une rupture du cadre délibératif, c'est-à-dire que le cerveau cesse de chercher des options. Il s'enferme dans une boucle unique, devenue automatique. Le sense-making, selon Weick, est ce processus par lequel une équipe construit une histoire plausible de ce qui se passe. Sans histoire, pas d'action cohérente. Sans action cohérente, pas de leadership partagé. Ce qui s'est produit à Mangulsh, c'est un effondrement brutal du sens. Le feu ne correspondait plus à l'expérience. Le terrain ne correspondait plus aux attentes. Le vent dépassait les prédictions.
Et l'ordre de Dodge, allumez un feu et couchez-vous dedans, ne correspondait à aucune structure mentale préexistante. Ici, tout de suite, je vais allumer un contre-feu facile. Le feu ne brûlera pas ce qui a déjà brûlé. C'est à ce moment-là que le cerveau humain perd sa capacité à comprendre, pas intellectuellement, hygiéniquement, biologiquement. Il n'a plus de modèle. Et un cerveau sans modèle improvise ou panique. Les hommes de Mangulsh ont improvisé la seule stratégie que leur cerveau pouvait encore traiter, la fuite. Pour Dodge, qui avait compris, c'était un acte de survie stratégique. Pour les hommes, c'était une rupture du sens, une incohérence, un trou noir cognitif. Il y a un moment où, dans les situations extrêmes, le chef peut crier, ordonner, expliquer, et rien ne passe. Parce qu'il ne s'agit plus de leadership, il s'agit de biologie, on l'a vu. Sous l'effet du stress intense, le cortex préfrontal, qui est le siège de la décision rationnelle, se met en veille partielle. Le système limbique prend le relais. L'action prime sur la réflexion. L'impulsion prime sur l'analyse. Le mouvement prime sur l'écoute. Dodge était toujours le chef, mais dans le cerveau de ces hommes, il ne pouvait plus être entendu. C'était pas une simple question de discipline, c'est une question de neuromécanique. Et cette notion, très étudiée dans la littérature militaire et dans les neurosciences du combat, explique pourquoi des équipes entières peuvent se fragmenter dans un chaos soudain. Dans un contexte classique, l'humain réévalue son environnement régulièrement. Vous le savez. Dans un contexte extrême, il cesse de le faire. Pourquoi ? Parce que la réévaluation est trop coûteuse cognitivement. Le cerveau préfère conserver un modèle erroné mais cohérent plutôt qu'un modèle correct mais douloureusement instable. C'est ce qui explique pourquoi les hommes ont couru alors que le feu courait plus vite qu'eux. Leur action était rationnelle à l'intérieur de leur modèle mental, mais catastrophiquement irrationnelle dans la réalité physique. Ce décalage entre cohérence interne et cohérence externe est au cœur du facteur humain. C'est l'une des notions les plus essentielles en gestion de crise. L'escape fire de Dodge est aujourd'hui un cas d'école, un geste exceptionnel connu dans le monde entier. Mais en 1949, c'était un geste inconcevable. Le cerveau humain a une caractéristique étonnante. Il rejette spontanément toute information ou toute action qui ne correspond pas à sa bibliothèque d'expérience. Même si la nouvelle information est meilleure. Même si c'est la seule qui sauvera la vie. Dodge, lui, il a produit une rupture cognitive, un acte de génie qui a dépassé la zone de compréhension de ces hommes. Et le cerveau humain, quand il ne comprend pas, il fuit, il imite, il se raccroche à l'action la plus simple. C'est ce qui explique l'incompréhension, la rupture de cohésion et finalement la tragédie. Cette partie explique pourquoi biologiquement, cognitivement, humainement, l'équipe n'a plus pu fonctionner comme une équipe. Quand on analyse une catastrophe de cette ampleur, il y a toujours une tentation. C'est chercher des fautifs individuels. C'est humain, c'est instinctif, peut-être que ça rassure. On se dit, s'ils avaient fait mieux ceci, ou bien s'ils avaient écouté cela. Mais ce réflexe est une erreur d'analyse. Parce qu'à Mangulsh, comme dans toutes les grandes catastrophes organisationnelles de toute façon, le drame ne peut pas s'expliquer par des choix individuels. Il est bien souvent la conséquence d'un effondrement systémique où chaque petite faille, chaque point de fragilité, chaque incohérence accumulée depuis des mois, voire des années, finit par s'aligner. Ce que James Reason a appelé quelques décennies plus tard le modèle du Swiss cheese. Cheese comme le fromage. C'est des couches de sécurité trouées qui, alignées par hasard, laissent passer le désastre. Et Mangulsh, c'est exactement cela. Une accumulation de petites vulnérabilités qui, isolément, n'auraient pas tué, mais ensemble ont rendu la catastrophe inévitable. Le programme des Smoke Jumpers en 1949 était encore en phase d'expérimentation, on en a parlé. Il n'avait ni la maturité doctrinale, ni le retour d'expérience massif d'aujourd'hui. Les formations étaient solides physiquement, mais limitées cognitivement. Et surtout, il n'existait pas encore de réflexion poussée sur le facteur humain. C'était en 1949. Tout ce qui était dynamique de groupe, prise de décision en environnement incertain ou encore la gestion des signaux faibles n'était pas pris en compte, ni même la compréhension des comportements de feu extrêmes. Autrement dit, les Smoke Jumpers étaient excellents dans ce qu'on leur demandait. Mais ce qu'on leur demandait n'était pas encore correctement défini. Dans un système immature, les individus doivent compenser les failles de l'organisation. Mais face à un feu qui explose littéralement, aucun individu ne peut compenser une défaillance structurelle. C'est la première faille du système. La radio détruite à l'impact du parachute n'est pas une anecdote, c'est une défaillance structurelle majeure. Une équipe isolée, engagée en terrain complexe, sans communication avec les observateurs ni avec les autres unités, perd d'un seul coup le lien de vigilance croisé, la capacité d'anticipation, l'accès à l'information stratégique et surtout, la vision d'ensemble. Il ne reste plus que les perceptions individuelles et dans un système complexe, une perception individuelle n'est jamais un outil fiable. C'est impossible. Cette rupture de communication transforme le groupe en système fermé, réduit à ses propres perceptions, sans possibilité d'ajuster sa stratégie.
Et c'est l'un des facteurs systémiques les plus importants de la catastrophe. Diane Vaughan, en étudiant la NASA après Challenger, a créé un concept clé. La normalisation de la déviance. C'est l'idée que dans une organisation, des comportements légèrement dangereux deviennent progressivement acceptables, quand ils ne produisent pas même immédiatement de graves conséquences. À Mann-Gulch, cette normalisation se voit dans plusieurs éléments. Ce sera par exemple marcher longtemps en terrain escarpé avant d'évaluer précisément les fronts de feu. Ça va être considérer le feu comme modéré tant qu'il n'a pas montré de signes spectaculaires. Ça va être aussi rester en formation étirée malgré un terrain très largement défavorable, ou encore minimiser la chaleur ascendante sur les pentes exposées. Ce sont des déviances faibles, tolérées, répétées, et finalement intégrées comme normales. Ce mécanisme est universel, il touche toutes les organisations. Pompiers, aviation, hôpitaux, industrie. Il ne s'agit jamais de négligence volontaire, il s'agit d'un système qui ne voit plus ses propres dérives. C'est exactement le point où le leadership doit corriger. Mais à Mann-Gulch, comme dans beaucoup d'autres structures jeunes, aucune culture de sécurité suffisamment mature n'existait encore pour contrer ce phénomène. Aujourd'hui, on connaît des termes comme flashover, blow-up, extreme fire behavior, crown fire dynamics. En 1949, ces concepts n'étaient pas intégrés dans les pratiques. Ils existaient physiquement, mais pas encore intellectuellement. Le feu de Mann-Gulch n'était pas un feu normal, c'était un feu explosif, réagissant violemment à la configuration du canyon, à la sécheresse extrême, à la topographie en cheminée, à la convection et au vent. Un feu dont la vitesse n'appartenait pas au domaine cognitif humain. Ce type d'événement était invisible cognitivement car jamais intégré dans les modèles mentaux. Or, un système ne peut pas réagir à une menace qu'il n'a jamais conceptualisée. Cette absence de modèle doctrinal est une défaillance systémique, pas individuelle. Dodge était un excellent chef de terrain, mais à ce moment-là, il était seul. Pas seul physiquement, seul dans l'analyse, seul dans la lecture du feu, seul dans la compréhension de ce qui arrivait. Et un chef isolé dans un système complexe qui se dérègle devient mécaniquement un chef vulnérable. Non pas vulnérable dans le sens du courage, mais vulnérable dans le sens du contre-pouvoir cognitif. Dans les systèmes modernes, un chef de mission est soutenu par des observateurs météo, des analystes du comportement du feu, des transmissions, un officier sécurité, des retours radio constants, des équipes très nombreuses en appui. À Mann-Gulch, rien. Juste un chef, une équipe dispersée et un feu explosif qui monte. On demande souvent pourquoi l'équipe n'a-t-elle pas suivi Dodge. Mais la question systémique est différente. Pourquoi Dodge n'avait-il pas un système capable de soutenir son autorité lorsque ces hommes n'étaient plus en capacité cognitive de l'entendre? C'est cela une défaillance systémique. Ce sera notre zone de survie, notre dernier refuge. Et il faudra me faire confiance, sans discuter. Dans les organisations hautement résilientes, comme l'aviation, le nucléaire, les pompiers modernes, quand la situation évolue trop vite, le système entier peut se reconfigurer. À Mann-Gulch, ce n'était pas possible, la culture n'était pas encore là. La doctrine n'était pas encore là, la technologie n'était pas encore là. La compréhension du facteur humain n'était pas encore là non plus. Le système n'a donc pas pu absorber le choc. Et lorsqu'un système ne peut pas absorber un choc, le choc devient une catastrophe. Voilà pourquoi cette histoire est essentielle pour tout chef. Parce qu'elle rappelle que le leadership n'est pas seulement une affaire d'hommes, c'est une affaire d'écosystème, de structure, de signaux, de culture, de doctrine, de technologie, de communication, de cognition, de système nerveux collectif. Mann-Gulch n'est pas la preuve que des hommes ont mal agi. C'est la preuve qu'un système insuffisamment préparé peut briser des hommes qui individuellement étaient pourtant compétents, courageux et engagés. C'est cela la vraie leçon systémique. Quand on arrive à la fin de l'histoire de Mann-Gulch, on pourrait se dire que tout cela appartient au passé, que les outils ont changé, que les doctrines ont évolué, que les moyens d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux de 1949. Et c'est complètement vrai. Mais ce qui n'a pas changé, et qui ne changera jamais, c'est l'être humain. Notre cerveau, nos limites biologiques, notre façon d'interpréter le monde, notre besoin de sens partagé, notre vulnérabilité quand le réel se déforme plus vite que nos modèles mentaux. C'est pour cela que Mann-Gulch est un cas d'école. Et c'est pour cela qu'un chef, quel que soit son secteur d'ailleurs, doit comprendre les leçons profondes de ce drame. Cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux sapeurs-pompiers. Tu peux avoir les meilleurs techniciens du monde, tu peux avoir les plus sportifs, les plus courageux, les plus volontaires. Si tu n'as pas le même récit intérieur, la même histoire partagée de ce qui est en train d'arriver, alors au premier choc majeur, tout se fissure, tout explose. Un leader doit bâtir un cadre mental commun, une cohérence interne entre ce qu'il voit, ce qu'il comprend et ce que ses équipes perçoivent. Le leadership, ce n'est pas simplement diriger, c'est aligner des perceptions. Le chef doit voir plus vite, mais il doit aussi amener les autres avec lui. Et Dodge a compris en premier. C'est ce que font les bons chefs. Ils détectent les dérives, les signaux faibles, les ruptures d'ambiance. Le problème, c'est que voir plus vite n'est utile que si les autres peuvent suivre cognitivement. La mission d'un leader, ce n'est pas seulement d'avoir de l'avance, c'est de rendre son avance compréhensible, d'amener progressivement l'équipe vers la lecture juste
avant que la rupture ne soit trop grande. Un chef isolé dans son analyse devient un chef qui ne peut plus agir. Les gestes de génie ne sauvent personne si le système n'est pas préparé à les reconnaître. L'escape fire était un geste spectaculaire, brillant, tactiquement irréprochable. Mais un geste génial ne vaut rien si personne autour ne peut le comprendre. C'est une leçon essentielle dans le leadership. La lucidité n'est pas transmissible instantanément. Il faut des rituels, de l'entraînement, de la pédagogie, de la préparation mentale, une culture qui autorise la surprise intellectuelle. Sans cela, même les décisions les plus intelligentes échouent, non pas par leur contenu, mais parce qu'elles arrivent dans un cerveau qui ne peut plus les recevoir. Le chef doit connaître la biologie du stress et préparer ses équipes à résister. Tu ne peux pas attendre d'un humain qu'il t'écoute quand son corps explose en adrénaline. Tu ne peux pas demander de la rationalité à quelqu'un dont le champ perceptif s'est rétréci à 5 degrés. Tu ne peux pas non plus exiger de la coordination quand la respiration, le rythme cardiaque et la cognition sont complètement saturés. Un leader doit savoir à quel moment ses équipes ne sont plus capables d'intégrer le sens et comment les préparer à fonctionner malgré ce chaos intérieur. Et finalement, c'est cela le leadership moderne. Une compréhension intime de la biologie, une lucidité sur le facteur humain, une capacité à fonctionner à travers l'effondrement cognitif. Aucun chef ne peut sauver une équipe si le système autour de lui n'est pas robuste. La plus grande leçon de Mangulch n'est pas une leçon de morale, c'est une leçon structurelle. On ne demande pas à un chef de compenser les faiblesses d'un système. On demande à un système de soutenir les décisions d'un chef. Sans communication, sans doctrine, sans cohésion, sans sens partagé, sans culture du risque, même un excellent leader se retrouve seul, et donc forcément impuissant. C'est le rôle stratégique des organisations. Créer les conditions dans lesquelles un chef peut réussir. La lucidité n'est pas la capacité à éviter les crises, c'est la capacité à les lire avant les autres. En réalité, Mangulch nous dit quelque chose d'essentiel. Un leader n'est jamais jugé sur sa capacité à commander dans la normalité. Il est jugé sur sa capacité à comprendre le réel quand le réel cesse d'obéir aux règles. La lucidité, c'est donc de voir la rupture dans la continuité. C'est sentir que quelque chose déraille avant que tout ne s'effondre. C'est aussi accepter d'être seul dans l'analyse, mais jamais seul dans la décision. Et c'est surtout savoir que le sens partagé est la première ligne de sécurité d'une équipe complète. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, on raconte Mangulch. Parce que ce n'est pas l'histoire d'un feu, c'est l'histoire de ce qui arrive quand un système, un leader et une équipe se retrouvent face à une réalité qui les dépasse. Et si nous étudions ces drames, c'est pas pour les revivre, c'est pour apprendre à ne plus jamais laisser une équipe seule dans l'incompréhension, pour apprendre à reconnaître les ruptures invisibles et pour préparer le leadership qui résiste là où les modèles mentaux s'effondrent. Si cette analyse t'a apporté quelque chose, si elle t'a permis de regarder ce drame autrement, sous l'angle du leadership, du facteur humain et de la cognition en crise, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos de cette série. On va analyser d'autres grandes catastrophes, toujours avec cette approche, c'est-à-dire le commandement, l'humain et la lecture lucide de ce qui se joue vraiment. Et si tu veux aller plus loin dans ta préparation au leadership et dans ta montée en compétences, tu trouveras mes programmes sur Pharos Academy. Mais retiens surtout ceci. Un chef ne cesse jamais d'apprendre. Alors à très vite pour la prochaine analyse.